Bonjour chère auditrice, bonjour chers auditeurs et bienvenue sur cette chaîne de podcast Zen Attitude chez Zenome. Donc je suis Stéphanie Jasny, je suis énergéticienne, médium et passeuse d'âme et je travaille au sein de ma micro-entreprise que j'ai ouverte en janvier 2023. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zenome, mais également sur mon site www.zenome.fr. Vous y trouverez les nouveaux accompagnements que j'ai mis en place pour la rentrée de janvier 2024 et je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour vous tenir informé sur les prochaines initiations qui sont possibles et les prochains stages de passeur d'âme. Tout ça, je le partage dans ma newsletter, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Je vous laisse maintenant profiter de cet épisode. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Ça fait un moment que je vous disais qu'il fallait que je reprenne les lectures de Seth. Je parle souvent d'extraits de ce livre, Seth parle. Et ça y est, je me suis lancée dans la relecture de ce livre, donc avec le tome 1. Alors pour un petit peu faire l'introduction de ce livre, un petit peu pour vous expliquer comment il a été écrit. Donc le titre, c'est pour le tome 1, c'est Seth parle, l'éternelle validité de l'âme. Donc Seth est une personnalité qui parle à travers Jan Roberts, l'auteur. Et en même temps, c'est pas tout à fait elle qui a écrit le livre, c'est elle qui se faisait traverser par cette personnalité, donc qui partage son expérience, ses vérités, du coup de l'autre côté. Et donc c'est son mari qui, à travers un dialogue avec Seth, a fait en fait les enregistrements et la retranscription de ces séances. Donc à chaque fois, dans le livre, vous avez une partie où c'est écrit en italique. Et du coup, ça, ce sont les pensées ou les remarques du mari. Et tout ce qui est écrit, droit, pas en italique, eh bien, c'est le livre de Seth. Et donc, Seth, dès le premier chapitre, explique qu'il écrit ce livre sans être incarné sur notre plan. Et donc, à travers la préface de Jan Roberts, elle nous explique que même elle, au début, elle a douté, à savoir si c'était pas un trait de sa personnalité, en fait, qui s'exprimait. Et elle s'est aperçue que quand elle fait comme ça des enregistrements, parce qu'elle est écrivain, donc elle écrit des livres, et si elle fait des enregistrements, si elle ne réécoute pas, elle perd le fil de ses pensées. Là, les retranscriptions, donc généralement les séances se font le lundi et le mercredi, et parfois le jeudi si jamais c'est décalé, et donc cette personnalité, Seth, ne perd pas le fil de ses pensées. Donc elle se dit à chaque fois, non, en fait ça peut pas être moi qui est en train de vous expliquer le livre, de faire autre chose, parce que je suis incapable de partager comme ça, comme il fait. Et en plus, elle explique qu'elle n'a pas les mêmes traits d'humour, ni la même personnalité que cette personnalité qui s'exprime à travers elle. Et en plus, elle a fait aussi des séances avec ses étudiants où eux peuvent témoigner aussi. D'ailleurs, il y a même une vidéo sur YouTube, vous pouvez aller la voir. Jan est plus du tout la même quand Seth parle à travers elle. Elle prend même différentes intonations, différents accents, parce que cette personnalité, elle aussi explique, Seth, qu'elle doit s'adapter aussi à cette façon de communiquer avec nous dans la matérialité. Comme ce n'est plus une personnalité matérielle qui s'est incarnée là sur ce plan, du coup elle a besoin de cette adaptation. Et donc dès le début, il nous explique comment c'est possible avec Jan, parce que voilà, les deux se connaissent depuis longtemps et qu'elle était prête à ça, à pouvoir faire cet échange énergétique. Donc il y a toute cette explication-là. Donc c'est un livre vraiment super intéressant qui a beaucoup changé de choses chez moi. Et dès le chapitre 1, il nous explique que à travers la lecture, non seulement il s'adresse à nous, lecteurs qui est en train de lire, mais aussi à nous, tout notre corps. C'est comme si qu'il y avait
un rappel des mémoires, un petit peu un encodage qu'on refait au niveau des cellules pour nous rappeler tout ça. Alors bien évidemment, vous êtes absolument libre de croire ou non à ce qui est dit dans ce livre, à comment il a été fait, comment il a été rapporté, mais c'est juste pour vous expliquer voilà, que le fait de lire ce livre, ça peut changer pas mal de perceptions, et pas seulement au niveau du mental. Parfois, il y a certains chapitres où mon mental ne comprend pas vraiment tous les principes de physique quantique qui sont abordés, et pourtant l'information passe à travers le corps. Vous voyez, quand j'ai lu ce livre, j'avais des moments où j'avais des vertiges, le souffle coupé, et j'étais obligée d'arrêter ma lecture parce que parfois c'est trop. C'est trop, il y a quelque chose énergétiquement qui passe et il y a besoin d'intégration par le corps. Donc ce livre, je ne vous conseille pas de le lire en une seule fois, de prendre le temps de le lire et de vous laisser imprégner par ces enseignements. Et donc c'est grâce à ce livre aussi où j'ai pu après connecter voilà, à d'autres vies dans d'autres plans. C'est vraiment ce livre qui m'a changé un petit peu toutes ces perceptions sur l'âme, l'âme multidimensionnelle, etc. Et en fait, effectivement, vous ne pourrez pas connecter à d'autres vies, que vous appelez vie antérieure. Vous ne pourrez pas connecter à ces autres plans si vous n'avez pas cette conception d'âme multidimensionnelle. Même chose, c'est pas possible de faire un voyage chamanique si vous ne touchez pas cette notion-là, parce que l'âme multidimensionnelle, c'est vous êtes à la fois dans votre corps et à la fois c'est possible d'être ailleurs. Donc voilà, les prochains épisodes vont être un petit peu sur la lecture de cette parle, où je vais un petit peu essayer de vous partager ma compréhension du texte, ce que j'en retiens, les informations principales. Alors bien sûr avec toute modestie, parce que forcément, comme ce sont parfois des principes quantiques très poussés, ça va au-delà de ce que le mental peut enregistrer et peut comprendre et peut intellectualiser. Vraiment le livre, il est fait comme ça, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre et qu'il a changé beaucoup de choses, au-delà même de la compréhension que je peux en faire. Voilà. Donc c'est parti, on va se lancer dans un nouveau chapitre et à chaque fois vous retrouverez un petit peu comme ça l'introduction pour chaque épisode qui vont venir. Donc c'est parti, on se lance dans la lecture de cette parle, l'éternelle validité de l'âme, donc le tome 1. Chapitre 5. Comment les pensées forment la matière, les points de coordination. Dès la première page, Seth essaye de nous expliquer en fait comment ça fonctionne. Il nous dit quand on lit ce livre qu'on est en train de lire, ces mots qui sont écrits sur la page, c'est juste des symboles, une codification sur laquelle nous nous sommes entendus, qui produisent en fait des sons. C'est le principe des phonèmes graphèmes, voilà, on s'est accordé sur des lettres qui forment des sons, qui forment des mots, qui forment des phrases qui ont un sens. Mais au final, tout ça, ce ne sont que des symboles. L'information et donc la pensée qui est transmise à travers cette information ou même les sentiments, il pose la question, où se trouve cette information si elle n'est pas sur la page ? Sur la page, on a juste une représentation de cette information. Et donc, il nous explique qu'on en convient facilement à se dire que oui, les lettres, les symboles ne sont pas la réalité, c'est pas la pensée de la personne, c'est pas l'information, c'est la transmission de cette pensée, de cette information. Et bien du coup, c'est la même chose pour les objets. Pour le monde qui nous entoure de la matière, c'est une information qui a été transmise dans les symboles. Et c'est comme ça qu'on crée en fait notre univers matériel autour de nous. C'est juste une représentation de nos idées, de nos pensées. Et donc il explique cela aussi avec les inventeurs. L'invention qu'ils ont faite n'est que l'expression de cette idée, de cette pensée, de cette réflexion. Mais c'est pas la pensée, la réflexion en elle-même, c'est juste sa représentation. C'est un petit peu comme ça qu'il nous explique qu'on construit en fait au fur et à mesure notre monde fait de matière autour de nous. Donc ça va bien au-delà de le fait de créer avec ses mains en fabriquant des choses. C'est vraiment la pensée qui est créatrice. C'est en ça que l'on crée notre univers de par comment on a évolué dans notre espèce, dans notre environnement. Et même chose pour les sentiments, quand on les exprime, c'est une expression du sentiment que l'on essaye de retranscrire, mais c'est pas le sentiment en lui-même. Et alors c'est fort aussi, c'est qu'il nous explique
que quand on forme une phrase, on sait jamais vraiment comment elle va finir d'avance. On est en train de produire une phrase, mais on n'est pas en train de penser à quel est le mot que l'on va mettre après. C'est comme si ça se faisait naturellement, de façon instinctive. Et c'est d'autant plus vrai dans les podcasts que je partage parce que je n'ai pas de notes, de script de ce que je vais vous dire. Je partage ma pensée comme elle vient et donc je laisse les mots défiler. Donc ça prend vraiment tout son sens quand il nous explique ça, puisque on ne réfléchit pas à la phrase qu'on est en train de construire, on ne réfléchit pas au moment où on va faire une pause, au moment où on va symboliser ces pauses si jamais on devait le retranscrire avec des virgules. On pense pas à tout ça, on pense pas où sera le point de notre phrase, où on va mettre l'accentuation, ça se fait un petit peu naturellement. On a pris cette façon de faire, cette habitude, on a appris à le faire. Parce qu'on a appris à parler, c'est pas inné chez nous, on a appris. On a construit cette façon de codification pour se faire comprendre. Mais tout ça, c'est qu'une représentation en fait de symboles pour pouvoir entrer en communication les uns avec les autres. Et on ne réfléchit même plus au final aux mots que l'on va utiliser, à la façon dont on va s'exprimer. Ça se fait de façon naturelle. On n'est pas en train de réfléchir, de porter notre attention à tous ces mots que l'on va utiliser, tous ces symboles, comment on va les imbriquer les uns avec les autres pour être compréhensibles. Ça se fait après de façon fluide. Et ben ça c'est pour tout, même quand on crée notre environnement physique. C'est un autre moyen d'expression que l'on partage avec les autres. Un petit peu comme un peintre qui transmet son émotion, son intention à travers sa peinture. Sa peinture n'est pas une émotion, c'est ce qu'elle va provoquer chez nous, mais c'est pas en elle-même une émotion, c'est juste une information qui est transmise. L'univers matériel, il est fait en fait comme ça, c'est ce qui nous rappelle dans ce chapitre. Ce chapitre est court, mais il y a beaucoup de concepts qui sont développés avec ces systèmes de communication, comment on crée cette forme. C'est vrai qu'au début, on avait un petit peu du mal à se dire comment la pensée crée la forme, mais en fait, finalement, c'est logique. C'est juste une représentation physique de l'idée qu'on a eue, de la création qu'on voulait faire, qui a abouti dans la matière, qui s'est concrétisée quelque part, qui a pris sens, qui a pris forme. Et du coup, Seth, il explique que si on arrive à envisager le monde de la matière de cette façon-là, le lecteur, donc nous, ceux qui sommes en train de lire ce livre, on arrivera à comprendre notre capacité de création. C'est dans ce sens-là qu'on crée la matière, le monde qui nous entoure, c'est par nos pensées, par ces sentiments que l'on souhaite exprimer, qui se concrétisent quelque part de façon matérielle. Et c'est dans ce sens-là qu'on doit envisager le monde de la matière que nous avons créé. Et donc c'est vrai qu'on a tendance à dire que l'environnement de la personne, sa façon de décorer son chez-soi, c'est très personnel et ça représente la personnalité de la personne. Et c'est absolument ça. C'est vraiment dans le sens littéral. Ça nous représente, ça nous correspond. C'est nous qui créons cet environnement et qui exprimons ce que l'on est, notre émotion, notre personnalité, l'expression de soi. Tout ça, dans l'environnement que l'on crée, ça représente un petit bout de nous. Donc si ça peut paraître parfois un peu brouillon, un peu fouillis, mais en même temps ça représente la personne. Elle est tout ça. Donc je pense qu'en plus, plus on avance dans notre évolution d'âme, plus on a de liens avec nos autres personnalités incarnées ailleurs, et plus ça se voit dans notre décoration. Si je prends un exemple, quand j'ai été ce samouraï, vous venez chez moi, effectivement, vous voyez beaucoup de représentations asiatiques. J'ai encore mon sabre, j'ai des jo, j'ai les éventails de tai chi, j'ai tout ça autour de moi, ça fait partie de mon quotidien. Et à côté, vous avez les pyramides, l'Égypte, ce qui peut paraître un peu étrange, paradoxal. Pourquoi être attiré autant par les deux ? Parce que c'est deux personnalités avec lesquelles je suis proche. Alors est-ce que c'est parce qu'on est les plus proches sur cette ligne temporelle ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ceux que j'ai connectés et c'est vrai que je les retrouve dans mon environnement. Et tout ce côté ésotérisme avec les pierres, tous ces symboles que j'utilise, c'est mon côté où j'ai été sorcière Wicca. Donc c'est tout ce côté-là. Au final, tout ressort et j'ai aussi des Bouddhas. Donc tout ça, ça peut vous paraître un peu étrange d'avoir tout ce mélange autour.
J'ai même des dragons aussi, hein, pour la période de guerre draconique. Donc j'ai ça aussi chez moi. Donc si on regarde tout, on se dit c'est un bric-à-brac de tout. Et pourtant ça me représente bien. C'est vrai que chaque objet a du sens. Ça représente ces personnalités avec lesquelles je suis en lien. Les bâtons de pouvoir que j'ai construits, les instruments, tout ça, ça correspond à une des personnalités à laquelle en plus je me suis connectée, donc je m'en rappelle. Donc c'est assez fort pour moi, ces objets, ils ont du sens parce qu'en plus ils correspondent à cette personne. Du coup, on va dire que j'ai été, mais en même temps que je suis. Parce que je vous rappelle, il n'y a pas d'espace-temps, donc c'est pour ça que je dis les personnes avec lesquelles je suis en lien, les autres personnalités avec lesquelles je suis en lien, elles sont aussi représentées dans mon environnement chez moi. Elles sont partout, dans toutes les pièces. Il y a une représentation qui correspond à ces personnalités-là. Donc voilà, c'est très drôle quand on regarde son environnement de se dire ah bah oui, en fait, tout est là. Tout est là depuis tellement longtemps. Quand on conscientise, on s'en rend compte, on se dit bah oui, en fait, Seth, il a raison, c'est absolument ça. Ça correspond à ce que l'on est. On exprime ce que l'on est à travers notre environnement aussi. Pour les points de coordination, il nous explique qu'il y a différents types de conscience qui coexistent en fait avec notre monde, donc dans le même espace comme on le définit. Pourtant, elles ne perçoivent pas nos objets physiques et nous ne les percevons pas non plus en général. Donc on partage ce milieu, mais on ne se rencontre pas. Donc ça peut paraître un peu bizarre. Et c'est comme ça qu'il explique aussi qu'il y a des réalités qui se mélangent et qui coïncident en certains points. Et c'est ce qu'il appelle les points de coordination. Donc ces points-là, il ne faut pas les voir seulement en 3 dimensions, comme on peut voir les coordonnées d'un point. C'est multidimensionnel. Et à ces endroits stratégiques où il y a ces points de coordination, c'est là où la pensée est encore plus créatrice et en prend encore plus forme et donne encore plus de valeur. Donc ce sont vraiment des points de haute énergie. Et souvent, il dit que dans notre histoire, en fait, on a construit des éléments, des monuments qui tiennent dans le temps parce qu'ils sont sur ces points de coordination. Donc il prend notamment l'exemple des pyramides. Les pyramides sont une représentation de ces points de coordination où, voilà, il n'y a pas d'usure dans le temps, c'est des points forts, hauts en énergie. Ce qui fait que quand on y va, avec une pensée qu'on a envie, d'un projet créatif, etc., ça va être démultiplié à ces endroits-là. C'est pour ça aussi qu'on peut se connecter à des lieux énergétiques pour se recharger. Mais c'est vraiment ça. En fait, c'est ces points-là, c'est ces points de coordination qui sont multidimensionnels où toutes les réalités en fait concordent en ce point-là. Et donc pour les personnes sensibles, il dit qu'effectivement on peut les ressentir ces points de coordonnées. C'est vrai que si vous vous rendez dans des lieux énergétiques, il y a des lieux où vous sentez cette énergie, vous sentez ce regain d'énergie, cette force qui monte en vous. Et forcément, qui dit regain d'énergie, force, ce sont des points où la santé, la vitalité augmente. Elle se trouve renforcée. Et on peut le constater aussi avec les plantes qui s'épanouissent et tout ça. Et ça, vous pouvez le voir aussi quand vous le faites chez vous. Suivant où vous placez en fait vos plantes, elles aussi, elles vont soit se développer, soit mourir. Donc là aussi, il y a ces points-là, stratégiquement dans votre espace, où vous pouvez placer soit vos objets énergétiques, soit vos plantes pour créer en fait votre environnement, pour harmoniser les lieux. C'est pour ça que je vous dis de faire aussi confiance à votre intuition, au-delà de ce que on peut vous enseigner dans le Feng Shui, etc., qui est très très bien, hein. Je ne critique pas la méthode, hein. Mais au-delà de ça, vous-même, intuitivement, vous êtes capable de sentir ces points d'énergie. Où est-ce que vous pouvez placer les objets chez vous? Je l'ai fait moi-même, j'ai fait l'expérimentation, et c'est vrai que mon lieu, en fait, chez moi, me recharge. Donc à travers tous ces objets qui peuvent vous paraître hétéroclites, qui ne vont pas ensemble, parce qu'il y a un petit peu de Bouddha, en même temps Bastet qui est représenté, donc ça peut vous paraître étrange de mélanger, mais pour moi il y a une certaine logique, une certaine coordination, et les objets ne sont pas placés au hasard. Même si ça peut sembler au hasard, ça peut sembler déstructuré, ça ne l'est pas. Tout est pensé, même les dragons qui sont placés chez moi, parce que j'ai aussi des dragons, c'est pensé, ils ne sont pas placés n'importe où, n'importe comment.
on a naturellement cette sensibilité, on peut sentir ces points. Et d'ailleurs dans le livre, parfois il nous propose des expérimentations, même dans le chapitre 4, je vous en avais pas parlé, mais il nous propose de faire des expérimentations pour développer tout ça, pour développer notre sensibilité, pour apprendre à écouter cet autre langage de communication, cette autre façon qu'on a de communiquer avec nos sens internes, etc. Donc il nous propose des petits exercices dans le livre à faire, donc ça, si ça vous intéresse, je vous laisse vous procurer le livre, parce que c'est pas forcément des choses qu'on peut partager, qui sont ouverts à tout le monde. Il faut faire la démarche d'acheter le livre pour le faire, pour le voir. Maintenant, j'essaye de penser aussi à ça, à faire attention à ce que je partage, que ça reste ouvert et possible à tous. Je ne partage pas tout sur le net à tout le monde. Il y a des choses qui doivent être à discrétion aussi selon le niveau des personnes. Donc j'essaye toujours de faire des choses adaptées, même aux gens qui n'ont jamais pratiqué quoi que ce soit, aux débutants, parce que c'est vrai que je vois pas mal de choses sur internet où c'est pas forcément adapté à toutes les personnes, même si le praticien est en train de dire c'est adapté à toutes les personnes. Il faut faire attention, il y a quand même des précautions à prendre. Donc voilà, je ne partagerai pas les exercices, mais sachez qu'il y en a dans le livre que vous pouvez faire, donc si ça vous intéresse, si vous avez envie d'expérimenter. La première fois que j'avais lu le livre, j'ai pas forcément tout expérimenté parce qu'il y avait des choses encore qui, vous voyez, m'effrayaient. J'avais encore cette sensation de peur. Comme la première fois que j'ai lu le livre, j'ai un petit peu engrammé, encodé des principes, bousculé des croyances. Forcément, j'avais ces sensations de vertige, ces nausées qui venaient, j'étais obligée d'arrêter ma lecture. Là, je trouve que déjà, c'est plus fluide dans cette relecture. J'ai moins ces sensations-là, mais on sent bien que ça travaille. Énergétiquement, il y a des choses qui passent. Donc, ce livre n'est pas écrit de façon anodine, et donc, forcément, il faut faire la démarche d'avoir envie de découvrir, d'être prêt aussi à découvrir. Donc voilà, c'est pour ça que je ne mettrai pas les exercices, je ne les expliquerai pas, mais sachez qu'il y a aussi des petits moments de pratique dans ce livre que l'on peut faire. Donc voilà, chacun avance aussi à son rythme et c'est absolument ok pour tout le monde. Le but de ces audios sur ce livre-là, c'est juste de vous ouvrir à plus grand, de vous amener à vous envisager qu'il y a autre chose de plus et essayer de nous apporter à tous en fait cette liberté de se dire qu'on est beaucoup plus grand, qu'on est capable de beaucoup plus loin que cette limitation d'espace-temps qu'on se fait et de ce monde de la réalité. Et aussi un petit peu pour vous aider dans ce monde des rêves, savoir que c'est vous qui recevez une information énergétique, donc c'est à vous de l'interpréter. Si vous ne la comprenez pas, notez votre rêve, vous conscientiserez peut-être plus tard, et à savoir que dans les rêves, effectivement, on est plus libre dans son voyage à travers les différents plans, et donc forcément on connecte aussi différentes vies. À ce moment-là, vous pouvez en faire la demande avant de vous endormir. C'est des exercices possibles aussi à faire. Donc voilà, en fait tout est possible. On a tendance à se limiter, même quand on le dit. On a toujours cette tendance à ne pas accorder complètement sa foi. En plus, j'aime bien, moi, d'abord expérimenter pour accorder ma confiance, ma foi. Donc, c'est souvent très difficile de lâcher complètement en se disant j'ai foi en tout ce qui est. Et pourtant, c'est ce qu'on devrait faire. Mais bon, on est là en même temps incarné sur Terre, c'est aussi pour apprendre. On n'est pas parfait. Et ce qui est intéressant dans son livre sur ces points de coordination, c'est que peu importe l'émotion ou le sentiment que ça nous suscite, donc par exemple si je reprends les pyramides que l'on aime ou que l'on n'aime pas, tout ce qui compte c'est l'intensité de cette émotion ou de son sentiment que l'on met, qui permet aussi cette amplification de ce point énergétique. Donc c'est vraiment des points très concentrés en énergie et qui sont tout le temps activés par le collectif. Donc par le collectif ici, mais aussi dans les autres plans. C'est possible que dans les autres plans, et s'il y a d'autres plans de matière qui croisent notre plan aussi de matière, mais qu'on ne se voit pas, un petit peu comme des mondes parallèles, ouais. On pourrait dire ça. C'est possible qu'il y ait aussi des structures aux mêmes endroits. Donc il y a encore cet effet d'amplification sur notre réalité, mais aussi dans les autres plans. Et donc ces points sont pas forcément toujours visibles, même si parfois ils sont matérialisés par ces monuments. Mais en tout cas, ils sont activés à chaque fois qu'une pensée ou une émotion d'intensité suffisante entre en contact avec eux. Sachant qu'en plus c'est multidimensionnel, donc vous imaginez à quel point ça peut être des hauts lieux de fréquence énergétique, sachant qu'il y a un petit peu tout qui se croise à cet endroit-là.
en tout cas matérialisé chez nous de façon matérielle, comme par exemple avec les pyramides, voilà, on le voit de façon matérielle dans notre existence là physique. Et pour nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne cette construction, au départ, ce point énergétique, il est invisible, il ne se voit pas dans la matière, c'est juste un point énergétique qui est présent à cet endroit-là. Et le fait qu'il y ait une pensée ou ces sentiments assez forts, ça va créer du coup cette construction en fait dans la matière. C'est en ça qu'on est créateur. Et du coup, il explique que ces pensées, c'est comme une sorte d'énergie électromagnétique qui va permettre à la matière physique de prendre forme. Je sais pas si c'est très clair, hein. Ça t'explique sûrement mieux que moi, hein, tout ça. Mais du coup, pour dire que la pensée est créatrice et est forte et amplifiée sur ces points, mais il y a plusieurs personnes qui créent en ces points. C'est pas seulement une seule personne qui se dit je vais construire ça, qui a l'idée. Ça va être l'émergence de plusieurs consciences qui vont amener à cette idée et à prendre forme sur ce point énergétique parce qu'il y a cet effet d'amplification. Je pense que c'est un peu plus facile, un peu plus compréhensible dit comme ça. Enfin, vous me direz. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous comprenez, si j'ai besoin de faire plus d'explications, de mettre à l'écrit ma pensée. N'hésitez pas à commenter, à partager. Et donc, c'est toujours cette intensité qui permet sa matérialisation. En même temps, c'est logique. Si vous souhaitez très fortement quelque chose, il va se manifester dans votre vie. Si je prends un exemple, quand j'ai fui ce pervers narcissique, cette relation, je devais m'éloigner, j'ai émis très fortement l'intention de devoir partir, d'avoir du coup cette possibilité de sortir du département avec ce mouvement de chez Éducation nationale. Et normalement, je ne pouvais pas en sortir comme ça avec le peu de points que j'avais. Techniquement, c'était pas possible. Mais en fait, j'ai tellement matérialisé cette pensée de c'est possible, je vais le faire, obligé, sinon en fait je meurs, hein, c'était ça, hein, sinon ma vie s'arrête, je m'éteins, je vais m'écrouler, que c'est arrivé, vous voyez. Je l'ai vraiment manifesté, ma pensée a été créatrice, je ne pensais pas que c'était impossible, c'était une question de survie, donc il fallait partir, donc forcément j'ai manifesté le fait de partir, vous voyez. C'est comme ça en fait que on a la manifestation, c'est avec l'intensité aussi du sentiment que l'on émet. Du coup, on aura aussi le résultat de la manifestation selon cette intensité d'émotion qu'on aura mis. Donc dans ce sens-là, c'est un peu compréhensible ce qu'il nous dit, que c'est vraiment cette intensité du sentiment, de la pensée, de l'image qui détermine la matérialisation. Il faut vraiment en être convaincu. C'est vraiment avoir foi et encore une fois, lâcher prise, c'est être persuadé. Et forcément, ça va prendre forme dans la réalité, dans cette réalité matérielle, physique que l'on a autour de nous. Et donc même si ça nous paraît étrange dans tout ça, de se dire qu'on est créateur de tout ce monde-là, et bien pourtant c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait tous les jours dans notre réalité, dans notre matière. C'est l'expression de tous ces sentiments, ces images, ces pensées créatrices, intenses, qui font que ça se réalise autour de nous. Et ça, on le fait en fait en permanence, sans forcément y mettre du mental, de la compréhension ou de l'intention. C'est vraiment un processus naturel. Et tout ça, on le fait comme quand on construit une phrase où on enchaîne les mots les uns derrière les autres qui viennent de façon naturelle. C'est vraiment un processus sur lequel on ne se concentre pas forcément et pourtant on le fait naturellement. Donc c'est en ça que la pensée est créatrice dans la matière. Même chose, hein, il nous le dit bien plusieurs fois, il l'a répété dans le livre, que nous sommes aussi créateurs en permanence de notre corps, de ce qui se passe à l'intérieur, de toutes ces cellules qui fonctionnent, etc. C'est nous, le maître d'œuvre, qui est en train de modeler tout ça. Le corps ne fonctionne pas sans nous, ne fonctionne pas sans cette énergie, sans cette conscience qui décide où va se placer les choses, comment ça va fonctionner. Même si on ne conscientise pas les choses à notre mental, même si on ne ramène pas au premier plan en se concentrant dessus, on fait tout ça naturellement. Donc nous sommes créateurs de toute notre réalité matérielle à travers nos modes de pensée. Et pour cette idée de la pensée est créatrice, je me suis posé la question s'il pouvait y avoir des modifications de la matière en temps réel. C'est-à-dire, j'ai remarqué, comme j'habite en région lyonnaise, hein, vous le savez, je suis sur Lyon, quand je fais le chemin pour retourner dans ma région natale, j'ai remarqué que la distance me semble plus longue. J'ai l'impression
qu'elle est plus longue. Et effectivement, j'ai constaté que je mets plus de temps, pas beaucoup, mais je mets plus de temps. Et en même temps, je consomme aussi plus de carburant. Donc je me suis posé la question parce qu'à un moment sur la route, j'ai vu une hyperstructure que je ne connais pas dans ce plan-là. Je ne peux pas savoir ce que c'est. Et comme il y a eu des modifications sur cette route avec un passage où finalement ça descend, ça monte alors que normalement c'était plat, et que les panneaux aussi ont été modifiés au niveau de la distance de département, je me suis posé la question si du coup il pouvait y avoir des modifications comme ça en temps réel en fait de la matière, mais si vous voulez que la pensée générale est actualisée aussi également, donc on s'en rend pas compte. Et je me suis dit, est-ce que ça peut être possible que parfois il y a des bugs comme ça où il y a des personnes qui se rendent compte qu'il y a les modifications qui sont en train de se faire. Comme j'ai vécu ça, je me suis posé la question, et comme maintenant je remarque que je mets plus de temps et que je consomme plus de carburant et que j'ai cette impression que le chemin est plus long que d'habitude, je me dis mais en fait il a été modifié. Voyez ? Donc normalement, on n'est pas censé voir les modifications parce que le fait qu'une personne attende et ait l'impression qu'elle a passé 5 minutes, une personne attende, elle a l'impression que c'était trop long, qu'elle a passé une demi-heure. Finalement, les deux personnes, vous regardez le temps, ça va être 10 minutes. On s'aperçoit que voilà, les instruments de mesure s'adaptent pour que ce soit la même réalité pour tout le monde, qu'il y ait le même espace-temps. Mais effectivement, la personne qui a l'impression d'avoir vécu moins de temps a vécu moins de temps que la personne qui a vécu plus de temps. Ça, c'est un fait. Mais quand là, je m'aperçois qu'il y a aussi, je me rends compte qu'il y a eu ces changements, qu'il y a eu ces modifications, parce que je mets plus de carburant, je mets plus de temps, je me dis, en fait, moi j'ai eu cette conscience qu'il y a eu ces changements-là, sachant que j'ai vu cette hyperstructure que je ne sais absolument pas, je ne saurais même pas vous la décrire tellement que c'était étrange, et elle n'y est plus sur la route, puisque j'ai refait la route depuis. Mais voilà, je me suis dit, est-ce que quand il y a les modifications, est-ce que c'est possible qu'il y ait des bugs et qu'il y a des gens qui se rendent compte que quelque chose a été modifié? Voilà, je me suis interrogée sur ça. Et donc, mon questionnement encore, c'est est-ce que il y a les modifications comme ça avec la pensée collective en direct live de notre réalité? On a l'impression que tel monument est là depuis des années, mais est-ce que finalement il n'est pas apparu juste hier parce qu'il y a eu la pensée collective qui a décidé de créer ça, et après on fait ça fait des millions d'années que ce truc est là. Voilà, je me suis posé la question. Donc ça reste un questionnement ouvert. S'il y a d'autres personnes qui ont eu cette impression de vivre un bug avec des changements et qui est la seule personne qui s'aperçoit qu'il y a ces changements et qui comprend pas trop et qu'il y a eu ce phénomène-là, je veux bien échanger sur le sujet. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous voulez en parler, ça peut toujours être intéressant. Mais voilà, dans la modélisation de la matière, de notre environnement, je me demande aussi s'il n'y a pas des adaptations en temps réel. Comme en plus on adapte son corps en permanence, on adapte son environnement, on matérialise tout ça, je me dis pourquoi on ne le fait pas aussi à grande échelle avec tout le monde. Voilà, tout simplement. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour ce podcast. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode. Et bien sûr, je vous envoie toutes mes amitiés. À bientôt!